autorisant l'accusation à soumettre au témoin P625 une de ses déclarations antérieures. Le procureur interrogeait le témoin sur la teneur d'une réunion qui aurait eu lieu à Cocody. Le témoin répondait de façon claire et explicite à la question du procureur. C'est à la page 30 du transcrit français de la séance d'aujourd'hui. Il est fondamental de comprendre que c'est la deuxième fois que le témoin répond à cette même question. À la page 93 de la version anglaise des transcrits du 7 mars 2016, lignes 14 à 28, le témoin répondait de la même manière. Pardon, c'est la version française, je crois. Version française, pardon, Monsieur le Président. Alors, la question lui était posée ainsi, il y a déjà 2 jours. Pourquoi est-ce qu'on se rencontre à ce moment-là à l'hôtel de ville de Cocody? Est-ce que vous vous rappelez de pourquoi il y a cette réunion, du contenu de la réunion, de manière générale? Et après, on pourra voir peut-être plus en détail, mais de manière générale. Voilà la question, la même qu'aujourd'hui. La réponse était la même qu'aujourd'hui. Pourtant, malgré la réponse claire d'il y a 2 jours, du témoin, malgré la réponse claire d'aujourd'hui du témoin, le procureur prétend, le procureur veut à toute force confronter son témoin à sa déclaration faite en 2014. En réalité, il tente donc de mettre en lumière d'éventuelles contradictions entre la déclaration du témoin de 2014 et son témoignage d'aujourd'hui. C'est exactement la même situation que celle dans laquelle les parties s'étaient trouvées le 7 mars 2016. Le procureur voulait contredire son témoin en s'appuyant sur une de ses déclarations antérieures. Après qu'il eut pourtant répondu clairement sur l'utilisation d'un slogan. Concernant cette utilisation du slogan, la question posée autour de l'utilisation du slogan, je rappelle respectueusement à la Chambre que la Chambre avait retenu l'objection de la défense à ce moment-là en disant qu'une confrontation telle que la demande le procureur, telle que la demandait à ce moment-là le procureur, n'était possible que dans l'optique de déterminer l'hostilité du témoin. Or, ici aussi, le procureur tente de mettre en lumière des contradictions entre les différentes déclarations du témoin. Clairement, il ne s'agit donc pas de rafraîchir la mémoire du témoin. Il faut bien comprendre la situation. Le procureur veut soumettre au témoin ses déclarations antérieures au motif, selon lui, le procureur, que le témoin ne se souviendrait pas de certaines informations. En fait, Monsieur le Président, le procureur confond 2 situations. La première situation, qui n'est pas celle à laquelle nous sommes confrontés ici, advient lorsqu'un témoin ne se souvient pas de certains faits sur lesquels il est invité à témoigner. Ce qui
pourrait permettre au procureur de faire référence à des déclarations antérieures pour aider le témoin. Dans ce cas de figure-là. Mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure-là. La deuxième situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est lorsque le témoin tient des propos en audience que le procureur estime être en contradiction avec des déclarations antérieures. C'est le cas de figure dans lequel nous nous trouvons. Et dans ce cas, il ne s'agit clairement pas de problème de mémoire. Comme vous le souligniez, Monsieur le Président, à l'occasion du débat précédent, il ne s'agit de confronter le témoin avec ses déclarations antérieures parce que le procureur n'avait pas aimé la réponse de son témoin. Et nous nous trouvons dans le même cas de figure ici. L'appel est absolument nécessaire, pensons-nous, pour éviter une forme d'insécurité juridique entre ces deux décisions que votre Chambre a prises, apparemment contradictoires, et en plus, il permettra à la défense, et aux parties en général d'ailleurs, d'objecter dans un cadre clair, de savoir à quoi s'en tenir, ce qui permettra un gain de temps considérable pour tout le monde. La pratique qui a autorisé la Chambre, en autorisant l'accusation à présenter une déclaration antérieure au témoin, sous prétexte de rafraîchir la mémoire, alors que le témoin avait déjà répondu à 2 reprises à cette même question, reviendrait à autoriser une partie qui appelle le témoin à remettre en cause la crédibilité de son propre témoin, ce qui ne peut pas être accepté, ce qui ne peut pas être autorisé lors de l'interrogatoire principal. Il s'agit ici d'une question fondamentale qui affecte la nature du processus judiciaire. Autoriser le procureur à contre-interroger et à tester la crédibilité de son propre témoin, c'est remettre en cause, pensons-nous, toute la logique de la procédure. Pourquoi ? Parce que la décision de la Chambre permet au procureur de contourner la procédure telle qu'elle a été posée par la décision sur la conduite des débats, selon laquelle la partie appelante peut demander à la Chambre de faire déclarer un témoin, son témoin, comme un témoin hostile. La logique de la procédure, telle qu'arrêtée par votre Chambre, est la suivante. Le procureur doit au préalable, invoquer le fait que son témoin serait hostile pour que puisse être tenu un débat contradictoire et que la Chambre statue sur le caractère hostile ou pas du témoin. Et c'est seulement une fois qu'une telle décision a été prise que le procureur peut être autorisé à mettre en cause, à tester la crédibilité de son témoin. En outre, le procureur ne peut pas choisir les sujets sur lesquels il veut remettre en question la crédibilité de son témoin, au cas par cas. Comme il l'a avancé, hors de toute procédure claire,
selon qu'il est ou non satisfait des réponses du témoin. Au regard des critères de l'article 82.1d du statut, la défense estime donc que la question de la possibilité pour le procureur de pouvoir tester la crédibilité de son propre témoin sans qu'il y ait eu au préalable de décision de la Chambre sur le fait que le témoin serait hostile ou pas, découle de manière évidente de la décision attaquée. Par conséquent, la question nous semble requérir une résolution immédiate de la Chambre d'appel. C'est une question fondamentale de procédure qui remet en cause toute la logique judiciaire. De plus, si le procureur était autorisé à procéder comme le permet la décision attaquée, pour ce témoin comme pour d'autres témoins à l'avenir, il pourrait alors introduire, peut-être, des centaines de pages de déclarations, au cours de l'interrogatoire, ce qui risquerait d'affecter de manière considérable la célérité de la procédure. C'est pourquoi il nous apparaît qu'une résolution immédiate de la question par la Chambre d'appel est indispensable. Si le procureur était autorisé à continuer son interrogatoire sur la base d'une décision qui pourrait être remise en cause par la Chambre d'appel plus tard, cela pourrait remettre en cause tout le témoignage de ce témoin et par conséquent affecter le jugement final, dans la mesure où ce jugement serait fondé, d'une manière ou d'une autre, sur le témoignage de ce témoin. C'est une demande d'autorisation de faire appel exceptionnelle que nous vous soumettons aujourd'hui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, parce que c'est une question qui nous semble cruciale. Nous pensons qu'il s'agit là d'une question qui doit, au bénéfice des parties en général, et de la Chambre, et de la bonne administration de la justice, être tranchée. Et c'est la raison de notre demande. Thank you. Le juge président, je vous remercie. Maître Knops. Maître Knops, Monsieur le Président, l'équipe de défense de Monsieur Gbagbo a déjà invoqué les arguments que nous avions à l'esprit. Permettez-moi simplement d'ajouter quelques observations en soutien à la requête présentée par l'équipe de Monsieur Gbagbo et à l'appui de la requête que nous nous apprêtons à présenter maintenant. Le principe qui est en jeu en l'espèce est celui de la certitude ou de la sécurité judiciaire qui fait l'obligation à la Chambre d'être cohérente dans ses décisions. En l'occurrence, la question de rafraîchir la mémoire du témoin appelé à la barre par la partie adverse. Et tout particulièrement, cela concerne la requête ou l'application par la Chambre de première instance du protocole et plus précisément le paragraphe 47. Monsieur le Président, vous avez rendu une décision ce matin et vous avez fait allusion à la règle 47
Et si votre décision portait sur l'interprétation de la règle 47, permettez-moi de faire les observations suivantes. Monsieur le Président, vous avez établi le protocole en septembre de l'année dernière où la règle 47 précise la chose ou donne les instructions suivantes. En principe, le témoin dépose par oral et parle de ce dont il se souvient pour en avoir été témoin personnellement. Ce critère, c'est-à-dire les observations personnelles, se rapporte aux événements dont il a pu être témoin. Ceci ne concerne pas d'autres sujets. La lecture de cette règle 47, ou le libellé du paragraphe 47 est le suivant. Le témoin n'est pas autorisé à simplement se reporter aux déclarations antérieures ou à d'autres documents. Cela étant, lorsque la partie appelante interroge le témoin, la Chambre peut autoriser les témoins à se reporter à d'autres pièces afin de rafraîchir leur mémoire. Vous voyez le lien entre cette phrase et la phrase précédente. D'abord, dans un premier temps, on parle de témoin qui a pu voir des choses lui-même, alors que le fait de rafraîchir la mémoire du témoin ne se rapporte pas à l'enquête des enquêteurs du bureau du procureur. Cela concerne les événements, les incidents sous-jacents au sujet desquels le témoin est interrogé. À cet égard, à notre avis, il est important d'établir une distinction entre une situation où le témoin ne se souvient pas des détails relatifs à un événement au sujet desquels il est interrogé d'une part, et d'autre part, les détails relatifs à une réunion précise avec le bureau du procureur ou les enquêteurs de celui-ci. En l'espèce, la question qui a été posée au témoin concernait ses souvenirs personnels, ses observations personnelles relatives à la réunion à l'hôtel de ville. La question a été posée au témoin hier, 8 mars, dans la transcription française, page 93, ligne 14 à 23, et le témoin a apporté une réponse concise concernant ses souvenirs et ses observations personnelles, au sens du paragraphe 47. Donc hier, il n'a pas été jugé nécessaire de rafraîchir sa mémoire. Aujourd'hui, la même question lui a été reposée. Et de la même manière, le témoin a répondu. Puis, une autre question a été posée. Elle se trouve à la page 31 dans la version française du compte-rendu. Ligne 12 à 14. Can you remember the La question était celle-ci. Est-ce que vous vous souvenez des détails de la réunion avec les enquêteurs du bureau du procureur? C'était la ligne 15 et la ligne 16. ce que vous avez dit à ce sujet, les détails de cette rencontre. So this is clearly different. Donc, c'est différent, puisque le témoin a déjà répondu en disant ce dont il se souvenait au sujet de cette réunion. Et maintenant, la question est de savoir s'il se souvient de ce qu'il a pu dire aux enquêteurs à ce moment-là. Et c'est une autre question. Il ne s'agit pas là de rafraîchir la mémoire du témoin, puisque le témoin a déjà répondu à cette question à 2 reprises, en parlant de ce dont il se souvenait s'agissant de la réunion à l'hôtel de ville. Et il n'y avait pas de lacune à cet égard.
Par conséquent, nous estimons que le fait d'autoriser l'accusation à opposer la transcription de son audition au témoin serait une violation du paragraphe 47. En conséquence, nous pensons que la Chambre devrait autoriser la défense à interjeter appel de la décision relative à l'interprétation du protocole relatif à la conduite de la procédure pour assurer une plus grande sécurité judiciaire. Le Président, merci. Madame Massida, Maître Massida, nous serons très brefs. Pour ce qui concerne le premier argument, nous estimons que la défense n'a pas défini le problème. En ce qui nous concerne, la question est très simple. Il s'agit de la mise en œuvre de la décision de la Chambre relative à l'utilisation de déclarations antérieures afin de les opposer aux témoins. Par conséquent, il ne nous semble pas qu'il y ait de problème découlant des instructions données par la Chambre ce matin en réponse à l'objection soulevée par la défense. Ainsi, l'exécution des instructions de la Chambre My second brief observations in relation to ne peut pas faire l'objet d'un appel. Les deux équipes de défense font valoir que la même question a déjà été posée aux témoins le 8 mars, mais en réalité, le compte-rendu d'audience précise bien qu'il ne s'agit pas de la même question. En effet, dans la transcription d'hier, du 8 mars, page 93, version française, ligne 14 et suivante, le procureur répond clairement à une question générale. Et l'accusation dit, et je cite, « Est-ce que vous voulez rappeler de pourquoi il y a cette réunion, du contenu de la réunion? Après, on pourra voir peut-être plus en détail. Mais maintenant, de manière générale. » So the first question was on a general matter. Donc la question était de nature générale. Aujourd'hui, l'accusation souhaite obtenir de plus amples informations de la part du témoin concernant la même réunion à Cocody. Nous réitérons notre observation initiale. Nous-mêmes, nous avons demandé à ce que la déclaration soit relue au témoin parce qu'apparemment, il ne se souvient pas de l'intégralité des détails qu'il a fournis au bureau du procureur. Et à cet égard, notre position est différente de celle de la défense de M. Blégoudet, en ceci que cette requête est tout à fait conforme au paragraphe 47. Le Président, je vous remercie. Représentant du bureau du procureur, Monsieur MacDonald, je ne vais pas revenir sur la décision sur le fond, car celle-ci a déjà été discutée. Nous sommes en présence d'une demande d'interjection d'appel qui, à notre avis, concerne une décision qui n'a rien à voir avec l'équité de la procédure ou l'issue du procès. Et à cet égard, je tiens à vous renvoyer à une décision dans l'affaire Ntaganda qui porte le numéro 1182. Non, Monsieur le Président, cela n'a rien à voir avec le débat actuel. Si vous permettez... OK. Le Président, d'accord. 5 minutes de mon intervention n'avaient pas été transcrites dans la version française, c'est ça? Mais transcrites dans la version anglaise. Donc, pour les besoins d'enregistrement, je voulais vous le dire et que cela apparaisse. Les 15 premières minutes de mon intervention dans la version française n'ont pas été transcrites, mais je suppose et je l'espère, et je demanderai à la Chambre de bien vouloir peut-être le vérifier, qu'elles seront ajoutées postérieurement avant que les transcrits soient envoyés aux parties. Voilà l'objet de mon intervention.
Le président. Eh bien, manifestement, une question va devoir être posée au greffe pour déterminer ce qui s'est passé. Moi, je suis le transcript en anglais, personnellement. Donc, je ne m'en étais pas rendu compte. Yes. The message is... Le président. Le message que j'ai reçu dans mes écouteurs, c'est qu'il y a eu un problème technique, mais que l'intégralité de vos propos a été enregistrée. Donc, la retranscription définitive contiendra l'intégralité de vos propos. Le problème a été dû à un incident technique. The chamber... Le président. La Chambre, ayant entendu les arguments relatifs à la demande d'autorisation de faire appel, eu égard au souhait de l'accusation d'utiliser des déclarations préalables du témoin pour lui rafraîchir la mémoire, rejette la demande d'autorisation. Premièrement, la défense de M. Gbagbo s'est contentée de répéter des positions déjà présentées eu égard à la série de questions posées dans cette partie de l'interrogatoire et n'a pas abordé de questions affectant le fond. En application de l'article 82.1b du statut, la défense de M. Gbagbo et celle de M. Blais Goudet n'ont pas identifié une question permettant et justifiant un appel. L'article se lit comme suit. La question de la possibilité pour le procureur de tester la crédibilité de son témoin n'a rien à voir avec ce qu'a évoqué la Chambre, à savoir la possibilité de déterminer si un témoin est témoin hostile ou pas. Donc, nous ne sommes pas ici en présence d'une question pouvant justifier un appel. Et en fait, s'agissant de la section des victimes et des témoins, il ne s'est agi que de l'application aujourd'hui de décisions au pluriel prononcées antérieurement. Il a été dit à plusieurs reprises par la Chambre qu'il n'y aurait pas de décision relative au pouvoir discrétionnaire de la Chambre. Si le pouvoir discrétionnaire de la Chambre s'était appliqué, sa décision aurait été différente. La Chambre n'utilise son pouvoir discrétionnaire que si une erreur de procédure ou une erreur de droit a été commise. Il est clair en l'espèce que la Chambre, en rejetant l'objection de la défense, utilise son pouvoir discrétionnaire pour autoriser la suite de l'interrogatoire, en particulier parce que le témoin en personne a déclaré, et je cite, « Je ne me rappelle vraiment pas les détails, mais si vous le souhaitez, vous pouvez me rafraîchir la mémoire au sujet de ce que j'ai dit. » Fin de citation. En conséquence, la Chambre a rendu une décision portant sur une question très limitée qui a un rapport direct avec le témoin. Par ailleurs, la défense, lorsqu'elle aura l'occasion d'interroger le témoin, pourra revenir sur cette question avec lui. Donc, l'objection présentée par la défense et la demande d'interjeter appel est rejetée, je le répète. Quant à la suite de la procédure, les parties se voient rappeler que les demandes d'autorisation de faire appel doivent être exceptionnelles. À présent, le témoin peut être escorté une nouvelle fois dans la salle.
m'en donner un. So, Le président, monsieur le témoin, vous revoici donc dans cette salle d'audience. Nous allons poursuivre la procédure à partir du moment où nous nous sommes interrompus il y a un peu plus d'une heure. Et la parole est au représentant du bureau du procureur. Monsieur MacDonald, merci, monsieur le président. Bonjour. bonjour. Nous allons revenir sur cette... nous étions à la rencontre, donc, quelques jours avant cette marche sur la RTI, rencontre à l'hôtel de ville de Cocody. Et je vais maintenant vous rappeler certains détails additionnels que vous aviez fournis dans le cadre d'une rencontre qui a eu lieu précisément le 14 décembre 2014 à La Haye, en présence d'enquêteurs et de représentants du bureau du procureur, dont moi-même. Alors, pour les fins de l'enregistrement, je réfère au transcrit d'entretien CIV OTP 0076-1211, plus spécifiquement à partir de la ligne 884. Alors, je comprends que ce sujet de cette rencontre va sur plusieurs pages, mais je n'ai pas l'intention de, évidemment, lire toutes ces pages. Je vais juste vous situer avec certains détails. La deuxième réunion, oui. C'est 2 jours avant, point d'interrogation. Oui, oui. Alors avant, effectivement, on fait référence que la date du 16 décembre, c'était la date de la marche. Et vous faites référence que avant, 2 jours avant, il y avait une rencontre. C'était 2 jours avant, point d'interrogation, oui, oui. Puisque si ce n'était pas le 18, donc c'est que c'est le 14. D'accord, donc la marche, réponse, la marche, eux, ils ont démarché le 16. Question, oui, c'est ça. Réponse, donc nous, on a tenu une réunion 2 jours avant. Question, 2 jours avant. Réponse, oui. Question, d'accord. Alors, je vais arrêter ici et je vais poursuivre quant au contenu de la réunion. Je vais maintenant à la ligne 945. Question. Donc, quel est le propos de cette deuxième réunion? Réponse. L'objet de la réunion, c'était la décision de, comment on appelle, de Soro-Guillaume, c'est-à-dire aller installer Brou Pascal. Question, pardon? Réponse, Brou Pascal. Question, oui. Réponse, Brou Pascal. Aller l'installer comme directeur de la RTI. Réponse, oui. Question, donc il fallait mobiliser les jeunes patriotes. Je pense que si nous voulons nous tenir
à l'objet pour lequel le procureur voulait relire la déposition du témoin. C'est très précis. Il s'agit du contenu de la rencontre, ce que vous vous êtes dit. Il ne s'agit pas de relire toute la déposition du témoin. Profitez pour lire toute la déposition du témoin, mais il s'agit de rafraîchir, selon le propos même du procureur, la mémoire du témoin sur un point précis. Donc, nous faisons objection quant à la lecture totale de la déposition du témoin. Nous voulons que le procureur se cantonne sur le point précis sur lequel il voudrait rafraîchir la mémoire du témoin. Qu'est-ce qui a été dit exactement lors de cette réunion? C'était de cela qu'il s'agissait. Vous avez même vu que le procureur allait un peu plus loin, profitant pour donner des questions qui tiennent à la date de la réunion, ce qui n'était pas le contenu du rafraîchissement donc de la mémoire tel qu'il a dit.